Bonjour à toutes et à tous. Toute l'Europe est de retour au Parlement européen de Strasbourg pour cette première session plénière depuis les élections européennes. Nous avons le plaisir de recevoir deux nouveaux entrants ici au Parlement. Marie-Pierre Védrenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu sous les couleurs de La République En Marche. Et David Cormand, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu sous les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. C'est ça. Oui, j'ai eu cette session consacrée à l'installation du nouveau Parlement, élu depuis le 26 mai dernier, à l'occasion de faire connaissance avec de nouveaux eurodéputés. Vous êtes 54 nouveaux députés français sur 74, ça fait beaucoup, vous êtes nombreux nouveaux, donc l'occasion justement de discuter. Alors, on se posait une question. Quelle est la question que vous vous posez lorsque un nouvel député entre dans l'hémicycle? Quel est votre sentiment et votre première impression? Un sentiment, je pense, de responsabilité sur les enjeux qui sont devant nous. Nous avons eu un sursaut de participation pour ces élections européennes, un changement de configuration de ce Parlement européen qui ne repose plus sur la dualité des conservateurs et des sociodémocrates. Et nos deux groupes auront un rôle central à jouer pendant cette mandature. Et je pense que sur certains sujets, nous nous retrouverons dans ces ambitions de porter le changement climatique et de parler aussi des droits de l'homme, de beaucoup de sujets. Donc ni les sociodémocrates ni le PPE n'ont plus la majorité à eux seuls. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui change. Parce que moi, je travaillais avant dans les questions européennes et c'est toujours ce que j'avais vu. Donc c'est voilà aussi pour moi un changement totalement de vie, parce que c'est vrai qu'avant les questions européennes, mais sous l'angle, comme toute l'Europe, beaucoup plus de l'information, de la pédagogie, et là c'est pour véritablement porter aussi une feuille de route, des ambitions politiques. Donc c'est un nouveau défi, un nouveau challenge, mais qu'on a bien sûr accepté au moment où on s'est porté candidat à ces élections européennes. Donc, et puis d'être dans ce lieu, c'est aussi tout le poids de la responsabilité, parce que c'est quand même assez déroutant, c'est assez grand, les couloirs, etc. Et puis c'est la rencontre de nouvelles personnalités qui ont aussi envie de faire évoluer la situation dans ce Parlement. Même question pour vous, Monsieur Cormand. Votre état d'esprit au moment de commencer ce mandat d'élu européen? Vous ne découvrez pas l'activité, l'action politique, puisque vous êtes élu local déjà. Donc, je suis élu local, puis je suis encore pour quelques semaines chef de mon parti. Donc c'est l'aspect politique, c'est des choses auxquelles je suis sensible et pour lesquelles je milite depuis longtemps. Mais oui, quand on arrive ici, il y a un sentiment d'être perdu au milieu d'un monde immense dont on maîtrise assez peu les codes au départ, même quand on a déjà eu une activité politique. Il y a aussi une vraie émotion quand on rentre dans l'hémicycle. En plus, j'avais la chance d'avoir ma compagne et puis ma fille qui était là hier. Et oui, c'est quelque chose qui est unique au monde en réalité. Une organisation politique, certes imparfaite, mais qui choisit de réunir des pays qui concèdent une forme délaissement de leur souveraineté pour travailler ensemble, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc oui, il y a une émotion particulière. C'est-à-dire que voilà. Après, sur la façon dont je vis politiquement, peut-être on y reviendra, ces premières semaines, il y a une forme de déception malgré tout. C'est vrai que c'est la première fois, depuis toujours d'ailleurs, qu'il y a la coalition social-démocrate, droite ne suffit pas à changer, pour diriger les choses. Après, moi j'ai le sentiment que justement une occasion a en partie été ratée en ce début de mandature, puisqu'on aurait pu espérer que le Parlement reprenne davantage la main sur le Conseil. Le Conseil sont les chefs d'État parce que c'est une démocratie particulière l'Europe. En général, il y a un législatif, un exécutif, le législatif dispose de l'exécutif, etc., etc. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a un troisième acteur là-dedans, qui sont les chefs d'État, et qui interfèrent d'une certaine façon dans la légitimité démocratique dont disposent en principe des parlementaires dans une démocratie parlementaire normale. Et là, on a eu quelque part le remake de cette ingérence très forte de la part des chefs d'État, qui ont décidé de ce qu'ils appellent eux-mêmes un paquet de postes à responsabilité auxquels sont invités à se soumettre les parlementaires. Et donc ça, c'est un premier élément qui m'a déçu, même s'il y a une mini-fronde, puisqu'il a fallu plus d'un tour pour élire le président du Parlement. Mais ça,
oui, enfin, vous rentrez dans le schéma politique ici au Parlement et pour cette session à Strasbourg. Juste pour prolonger un petit peu votre arrivée et vos premières impressions, quel sera votre style en tant qu'eurodéputé? Est-ce que vous serez évidemment très pragmatique et très impliqué sur les dossiers, mais un peu provocateur ou pas? Ou quel sera votre style en fait? Je pense que le pragmatisme, c'est quelque chose qui déjà me caractérise, la culture aussi du compromis, de l'écoute, du dialogue, qui caractérise déjà cette institution en fait. On le sait bien, c'est en travaillant avec tous les députés, c'est pas une seule délégation, c'est pas un seul groupe qui peut faire bouger les choses. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours caractérisé, véritablement d'écouter toutes les parties prenantes, bien sûr les députés européens, mais à la fois les ministres, le Conseil, à la fois la Commission, mais à la fois surtout les acteurs de la société civile et aussi faire véritablement le lien donc, avec mon territoire, avec la France. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Puis ça s'explique parce que c'est mon passé aussi avec la Maison de l'Europe, de rapprocher, avoir cette ambition de rapprocher l'Europe des citoyens pour qu'ils voient aussi la réalité de l'impact de l'Union européenne dans leur territoire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai porté avant, que je vais continuer de porter, ce travail d'information, ce travail d'explicitation. Le travail avec les médias, je crois que c'est essentiel. Je ne suis pas quelqu'un qui est caractérisé par le côté provocateur, même si je vois que justement des fois ça intéresse beaucoup plus les médias. Alors peut-être qu'il faut s'y mettre, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça sera le style de mon mandat, mais être investi, ça c'est certain. David Cormand, pragmatisme et compromis comme Mme Vedren? Alors, vous savez, dans l'histoire politique, on a souvent opposé le pragmatisme et la radicalité. Je crois qu'on est dans un moment de notre histoire où la seule façon d'être pragmatique, c'est être très radical. Pourquoi? La radicalité au sens étymologique du terme. Ça veut dire que ça vient de la racine. S'attaquer aux racines des problèmes qu'on a. Quand on voit le changement climatique, l'extinction de la biodiversité, la continuité du modèle dit de développement qui est le nôtre, est une impasse. C'est-à-dire souvent, moi j'ai coutume de dire que les utopistes, c'est ceux qui pensent qu'on peut vraiment continuer comme aujourd'hui. C'est ça qui nous emmène dans le mur. Et donc là, je crois que c'est le moment pour justement réconcilier cette notion de radicalité et de compromis ou je ne sais plus le mot qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Donc là, on est dans un moment de croisement de l'histoire qui est pour moi absolument majeur. Est-ce qu'on va réussir à prendre ces décisions-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut essayer de convaincre pour y parvenir. Et surtout, c'est très important que ça se fasse ici à l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne et l'Europe est un continent extrêmement prescripteur. Dire que d'ailleurs on a été prescripteur pendant des siècles pour le pire. Ça a été les invasions qu'on a commises, la colonisation, etc., etc. Je pense qu'il est temps qu'on soit prescripteur pour le meilleur. On a coutume de dire que là, beaucoup de pollutions sont faites dans d'autres pays, que ce n'est pas l'Europe qu'on est responsable, et quelque part nous le sommes, car nous sommes le premier marché du monde. Et la manière dont on consomme et dont on produit ici sur notre continent a non seulement des impacts sur notre continent, mais a des impacts ailleurs, partout dans le reste du monde. Et donc là, l'Europe et l'Union européenne doivent être réellement exemplaires dans ce moment d'histoire que nous sommes en train de traverser. On est vraiment à la croisée de deux chemins. La croisée du chemin du modèle de développement, j'en ai parlé, est-ce qu'on continue dans un modèle croissantiste sur l'économie libérale, mondialisée, ou est-ce qu'on passe à autre chose qui prenne en compte les questions écologiques? Et il y a un deuxième croisement des chemins qui est est-ce qu'on fait passer un saut qualitatif à la démocratie européenne? Je crois que tout le monde en a conscience. L'Europe, l'Union européenne, j'en ai dit le plus grand bien, mais en même temps, c'est une démocratie inachevée. Et si on veut qu'elle puisse continuer à perdurer, on ne peut pas se satisfaire de ce statu quo. Il faut qu'il y ait un saut qualitatif sur le fonctionnement démocratique de notre institution. Vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment eu de rente d'observation depuis votre élection du 26 mai. Tout de suite, je pense que vous avez été dans le bain des premières réunions, notamment sur les top jobs, les postes clés de l'Union européenne. Ça a été le seul travail qui a été effectué au cours de ces 5 dernières semaines, ou est-ce que vous avez déjà commencé à penser l'après pour cette institution? Alors, je continue de commencer. Du coup, il y a effectivement tous ces échanges autour des top jobs donc, qui ont été évoqués précédemment, la Commission, le Conseil, etc. Mais il y a aussi véritablement la vie du Parlement européen et notre place, et effectivement la question à laquelle on vient de répondre de comment on conçoit notre mandat, mais surtout dans quelle commission aussi on veut siéger. Donc ça a été aussi, nous, des échanges dans notre délégation. On est 21 dans la délégation, ça nous permet aussi de couvrir l'ensemble des commissions. Et puis il y avait
priorités sur lesquelles on voulait être présent. Donc ça a été aussi un travail véritablement interne, la constitution de notre groupe, parce que c'est vrai que notre groupe qui a évolué, qui est devenu plus important, mais qui aussi voit justement l'arrivée de la liste Renaissance, qui a aussi en deuxième délégation les Lib Dem. Donc la question du Brexit est aussi une question centrale qu'on se pose beaucoup en groupe. La question de la présidence de notre groupe, etc. Donc il y a eu véritablement un travail considérable qui a été mené à la fois dans la délégation, à la fois dans le groupe, pour pouvoir être opérationnel tout de suite sur les dossiers législatifs. Plus de structuration de la délégation, en fait. Structuration, effectivement. Et l'intégration à un nouveau groupe. Exactement, et pour porter véritablement la vision et les objectifs qu'on a inscrits dans le cadre de notre programme. David Corban, ça a peut-être été un petit peu plus simple pour les Verts qui étaient déjà structurés de cette manière par le passé. Vous avez aussi consacré beaucoup de temps à ce nouveau groupe un peu élargi. Oui, enfin ça a été assez simple. Après, c'était vraiment un travail de transmission qui a eu lieu. Parce que vous savez, on est un groupe, les groupes Verts, et assez solide, assez cohésif sur ses choix et une habitude de travail ici importante. Donc on est très vite intégré par des plus anciens. Notre groupe, c'est 2 tiers des 75, ce sont des nouveaux. Mais il y a quand même un tiers de gens qui étaient déjà là. Donc en fait, il y a une sorte de parrainage bienveillant qui s'opère. Donc les histoires de gouvernance du groupe, ça s'est fait assez rapidement et assez bien. Non, nous, la difficulté qu'on a eue, c'est que vous savez, je reviens sur l'histoire de conseil, c'est que les 3 principaux groupes, ils ont des chefs d'État. Et donc en fait, ils avaient des relais parmi le conseil. Donc cette affaire s'est faite en réalité plutôt à 3. Nous, on avait comme seul impact le fait qu'on ait beaucoup augmenté en nombre d'élus. C'est la première fois que le groupe Vert est aussi important et qu'il y a eu, en tout cas sur une partie de l'Europe, pas partout, pas dans le sud, pas dans l'est, mais un essor du vote écologiste. Donc notre seul rapport de force dans l'affaire, il n'était pas tant dans l'institution que d'essayer de peser sur une feuille de route pour l'Europe. Parce que le paradoxe, c'est que alors que cette entité politique européenne est immense, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de feuille de route vraiment précise. Il y avait une sorte de déclaration d'intention, on se mettait d'accord sur les postes. Il y a un agenda, le Conseil a préparé son agenda stratégique. Oui, mais le truc de la feuille de route, au moment que les députés sont élus, ça c'est quelque chose qui se fait peu ou pas assez. Ça va venir après, l'histoire de l'agenda. C'est logique, quand on commence à mandater une sorte d'exécutif, même si la commission n'est pas vraiment un exécutif, ça serait logique de lui donner une feuille de route à ce moment-là. On n'attend pas que les gens aient leur poste pour dire maintenant on va discuter de ce qu'on fait. C'est quand même un peu particulier comme vision démocratique. Donc nous, cette première semaine, on a essayé de faire pression pour dire aux principaux groupes présents au Parlement, mais parlons du fond, décidons d'une feuille de route. Donc il y a eu des groupes de travail, et là, force est de constater qu'au fil du temps, ces groupes de travail ont eu beaucoup de mal à avancer. Certains ont cessé de se réunir parce qu'on a bien vu que ce qui se jouait de sérieux était ailleurs. Ça se jouait à Osaka, puis au Conseil, sur comment les top jobs, le fameux paquet, se réalisent. Et donc là, ça a été assez frustrant pour nous de constater qu'on revenait à des habitudes qui, à mon avis, sont des mauvaises habitudes si on souhaite renforcer le rôle politique du Parlement et de l'Europe. Est-ce que votre crainte, justement, ces longues discussions qu'il y a eu autour justement des top jobs, est-ce que ça préfigure peut-être des débats qu'il y aura demain au Parlement, alors qu'on a un Parlement beaucoup plus éclaté politiquement, ou est-ce que rapidement vous arriverez à trouver des consensus, et y compris le groupe des Verts sera intégré à l'ensemble de ces discussions? Je pense qu'il y a deux axes. C'est comment le groupe des Verts veut s'intégrer à ces discussions et effectivement comment les autres veulent l'intégrer aussi. C'est dans les deux sens que ça se joue. Pour revenir sur la question de la feuille de route, nous, dans notre délégation, c'était notamment Pascal Canfin qui était. Dans le même, il y avait 5 axes de travail qui étaient avec Yannick Jadot aussi sur ces questions-là. Donc c'est vrai que nous, dans la délégation, sur la feuille de route, ça a été véritablement la question du changement climatique qui nous a beaucoup occupés. Après, dans le groupe, les questions de liberté fondamentale, de droit de l'homme, état de droit ont été des sujets extrêmement sensibles. Oui, les top jobs, on en a effectivement beaucoup parlé. Nous, on a salué
alors j'aime pas le terme paquet, mais on a salué l'ensemble de ces propositions parce que ça nous paraît répondre aux objectifs et aux axes qu'on souhaite porter aussi. Nous, on est satisfait effectivement du casting qui est proposé, déjà parce qu'il répond aux objectifs qu'on s'était fixés sur les questions de parité. Voilà, ça a été rappelé en plus ce matin par le nouveau président du Parlement, la place des femmes. Donc voilà, une femme à la tête de la Commission européenne, une femme à la tête de la Banque centrale européenne. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Donc bon, après, et puis elles ont des compétences aussi. Il ne s'agit pas de mettre juste des femmes pour mettre des femmes, bien évidemment. Sur la répartition géographique, sur les ambitions. Donc c'est vrai que nous sommes satisfaits et nous soutenons ces propositions. Monsieur Cormand, oui. Vous voyez d'autres idées de la suite, vous êtes moins satisfait? Parce que vous l'avez notamment, je vous coupe juste une seconde la parole, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je pense que ce n'est pas anecdotique, il a fallu 2 tours pour élire M. Sassoli. Est-ce que c'est la marque que s'il est éventuellement possible de contourner les Verts au Conseil, ça sera beaucoup plus dur ici au Parlement? Les Verts, ils ont été contournés au Conseil et pour cause. On n'a pas de chef de gouvernement, c'est comme ça. Mais on l'a été effectivement, y compris dans la discussion sur la répartition des postes. Donc on n'était pas spécialement en soi candidat à cela. On voulait commencer par la feuille de route et qu'on ait une feuille de route solide pour ensuite discuter des responsabilités. Mais l'une des responsabilités que les Verts auraient pu occuper, d'ailleurs Ska Keller, qui est notre chef de groupe, qui était candidate, a fait un score qui est bien au-delà de celui auquel on pouvait prétendre par rapport à nos nombres de groupes, puisqu'elle a fait 133 voix au premier tour, alors que nous sommes que 74-75 dans notre groupe. Mais on voit bien que ce qui a primé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui a primé, ce n'était pas des enjeux de ligne politique. Et d'ailleurs, on voit mal comment une ligne politique en faveur du climat, en faveur des droits humains, pourrait se construire avec le périmètre politique qu'a composé ces fameux top jobs. Puisque dedans, il y a le PPE, où siègent les amis de M. Orban. Donc on voit bien que le centre de gravité de cette nouvelle grande coalition, elle va être compliquée à attirer du côté des droits humains, de la lutte contre le changement climatique, etc. Et dans les discussions, dans les différents ateliers que nous avons eus, y compris avec Pascal Canfin d'ailleurs, ça a été très compliqué d'avancer sur la PAC. La politique agricole commune, c'est quand même pas un petit sujet. C'est un des budgets les plus importants du Parlement européen. C'est important pour la France, mais c'est important pour notre souveraineté alimentaire, pour notre modèle agricole. Enfin, on a bien en conscience ce que ça représente. Et on va rediscuter de cette PAC pour une feuille de route sur 7 ans. Donc au-delà de la durée même de notre débat. Donc c'est quelque chose qui va être structurant. Et la réponse qui nous a été apportée, c'est au début, on ne peut pas changer les fondements de la PAC, mais à la clause de revoyure, on verra à mi-chemin si on peut rebouger des choses. C'est pas sérieux. Si on veut vraiment changer l'axe stratégique de l'Europe, notamment sur la question de la PAC, qui percute à la fois la question du changement climatique, de la biodiversité, de la sécurité alimentaire, du maintien de l'emploi, notamment au niveau agricole, on ne peut pas attendre. Il fallait le faire maintenant. Et bien sûr que c'est compliqué, puisqu'à la fois un certain nombre de groupes étaient d'accord pour discuter avec les Verts, mais leur partenaire nécessaire et principal, c'était aussi le PPE et aussi des membres de leur propre groupe, que ce soit chez le PS ou au sein même des libéraux, qui ne sont pas forcément fans du fait de revoir la PAC dans le sens écologique. C'est la vie, c'est comme ça. Mais là, vraiment, il y avait une occasion rêvée de clarifier les choses. Est-ce qu'on continue sur un espèce d'axe de gestion un peu central qui maintient l'Europe sur ses rails en faisant quelques inflexions, ou est-ce qu'on bougeait véritablement l'axe? Est-ce qu'on changeait vraiment de cap? Et là, le sentiment que j'ai à ce stade, et j'ai bien peur que je ne vais pas être démentir dans les jours qui viennent, c'est que c'est pas à ça qu'on s'adresse. En clair, c'est que l'Europe jusqu'à présent c'était un deal à 2, bon maintenant c'est un deal à 3. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais est-ce que ça change la ligne politique? Pour l'instant, j'ai pas d'indicateur qui me montre ça. Justement, le travail législatif va assez rapidement démarrer, passer ces premiers jours d'installation. Donc, dans quel champ, dans quel domaine spécifique allez-vous vous investir? Peut-être l'agriculture, si je vous suis. Alors, ou pas Et puis, quelle expertise voulez-vous spécifiquement travailler? Dans quelle commission vous allez siéger? Vous voulez que je commence? Allez-y. Continuez. Non, mais sur les... Alors moi, je ne serai pas dans la commission agriculture, c'est Benoît Biteau
qui est lui-même paysan, qui a beaucoup bossé avec José Bové, qui arrête son mandat de député européen. Donc il y a une sorte de continuité qui se fait, qui est agriculture bio en Charente-Maritime. Et donc avec nos autres amis verts et tous ceux qui le souhaiteront, on va continuer ce travail. Moi, pour ce qui me concerne, je serai très probablement dans la commission IMCO. Alors IMCO, c'est marché intérieur et droit des consommateurs, qui est un angle assez intéressant, y compris pour parler d'écologie. Parce que quand on veut défendre le droit des consommatrices et des consommateurs, très souvent, c'est bon aussi pour la planète. C'est-à-dire, je pense à l'obsolescence programmée, c'est-à-dire tous ces appareils qu'on nous vend et dont les constructeurs font en sorte qu'ils tombent en panne le plus tôt possible, et si possible après la date de la fin de la garantie, qui pour nous pousser à la consommation, etc. Ça, c'est très mauvais pour la planète, c'est très mauvais pour notre porte-monnaie. Encore une fois, comme l'Europe est le premier marché du monde, réussir à prescrire des règles qui changent notre logique de rapport à la consommation pour avoir plutôt une économie d'usage plutôt qu'une économie de consommation et matérielle, c'est très important. Et donc, voilà, c'est plutôt sur ces sujets-là que j'ai travaillé et je me retrouve, j'ai tiré à la courte paille, j'ai perdu, à la commission budget. Je dis ça en plaisantant parce que c'est très contraignant, mais c'est passionnant, parce que je le dis en souriant, mais c'est beaucoup de chiffres, tout ça, donc spontanément, moi, vous savez, je ne suis pas du tout un expert, je suis un militant politique, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre pour essayer, mais en même temps, je pense que c'est très important que les institutions ne soient pas réservées à des gens qui soient experts. C'est-à-dire que ce qui confère la légitimité et la compétence dans une démocratie, c'est le fait d'être élu. Et donc, c'est aux institutions de faire en sorte que même des gens comme moi puissent faire leur boulot d'élu au Parlement, à condition d'être motivés, de vouloir s'y atteler. Et donc, voilà, moi j'ai plus, après avoir eu un parcours militant d'appareils, de partis politiques, d'essayer de peser dans l'institution pour changer les choses. Ça, c'est mon côté pragmatique. On va parler budget dans une minute, mais vous, Madame Vedren, dans quelle commission allez-vous siéger ? Dans la commission principale, donc moi je siégerai dans la commission commerce international, donc qui est déjà un petit peu sous les feux des projecteurs, avec la signature du Mercosur. Donc toutes ces questions-là, je pense que c'est essentiel d'être présent. Pendant la campagne, on a évoqué c'est le fait que l'Union européenne justement ne doit plus être le naïf de la mondialisation, et ça je pense que c'est quelque chose de très très important et sur lequel il faut être présent dans cette commission où effectivement à la fois dans notre groupe on a des visions qui peuvent être divergentes, donc je sais qu'il y aura énormément de travail et que justement je pourrais je pense, beaucoup compter sur le soutien des Verts et des sociaux-démocrates, parce qu'il y a des choses à faire évoluer, notamment pour revoir aussi les questions sur le multilatéralisme, pour faire en sorte qu'il y ait davantage de réciprocité. La question du changement climatique, elle est essentielle aussi dans cette commission, donc elle est assez transversale. Et puis en suppléante, moi je serai dans la commission emploi également, où il y a les questions de Fonds européen de la mondialisation, il y a énormément de choses. Et puis entre guillemets, un petit peu comme vous pour la courte paille, j'ai aussi la commission pétition, qui est une commission neutralisée et où je peux être présente en plus. Voilà. D'accord. Alors, dans ce cas-là, on rebondit tout de suite sur le Mercosur, puis on dira un mot de budget ensuite, parce que ça a été l'un des grands sujets. Et on a énormément parlé des top jobs, donc on ne va pas y revenir. Mais il y a eu le Mercosur. Bien sûr. La signature par la Commission européenne intervient peut-être à un moment relativement peu compréhensible pour le grand public, alors que les autres institutions ne siègent pas réellement, et que la Commission actuelle est sortante. Ça ne va pas être une mince affaire de faire accepter ce texte. Déjà, est-ce que la délégation En Marche est unie sur cette question, et puis ensuite, est-ce qu'il faut dire non tout simplement, parce qu'en France on se pose beaucoup de questions. Justement, quand vous nous interrogez sur un des premiers travails, ça a été un de mes rôles au sein de la délégation, justement, alerter l'ensemble des membres, préparer des éléments d'information pour expliciter un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, comment l'agenda, les prochaines étapes sur ce traité spécifique qui effectivement arrive à un moment qui n'est pas du tout opportun, et puis savoir si aussi on est pour ou contre l'accord, c'est difficile de le dire quand on n'a pas le texte. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à revoir dans la façon de conduire les négociations, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis, on a un moment particulier aussi, parce qu'il va y avoir la ratification en France avec l'Assemblée nationale, avec le CETA. Donc voilà, ça a été des éléments sur lesquels j'ai travaillé avec la délégation. Sur la position commune, en fait, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une problématique d'agenda, où effectivement, les nouveaux parlementaires
n'était même pas entré en fonction au moment de la signature. Donc là, il y a quand même un problème. Et puis, on n'a pas les informations, donc, comme je disais, sur la clause de sauvegarde, comment elle peut être déclenchée, sur la question des contingents bœufs. Là aussi, les premiers chiffres qui ont été donnés ne nous satisfont pas du tout. Donc, voilà, beaucoup de réticence vis-à-vis de cet accord. Les choses seront certainement plus tranchées chez les Verts vis-à-vis de l'accord. On a un problème démocratique de premier ordre avec ces traités de libre-échange, puisqu'on sort des règles communes d'une démocratie. Enfin, cet accord du Mercosur, je crois qu'il est négocié depuis 20 ans. 20 ans, ouais. Donc il était complètement inopportun, effectivement, de le sortir. C'était quand même pas à 3 semaines près. Enfin bref, donc c'était pas un hasard si c'est sorti à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas comment l'interpréter. Et surtout, ce sont des accords. Le problème, c'est compliqué d'être contre puisqu'on ne l'a pas lu, mais le problème, c'est qu'on ne puisse pas le lire. Ça n'existe nulle part dans aucune démocratie digne de ce nom qu'on valide des documents qui ont une portée supérieure au juridique des États. C'est l'histoire des arbitrages qui peuvent contraindre la justice d'un pays au-delà du droit du pays contre une multinationale. Et on n'a pas accès, les citoyennes et les citoyens, et même pas les élus, sauf s'ils vont dans une chambre calfeutrée pour pouvoir lire les choses. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Et donc continuer à faire de l'Europe une institution qui tolère qu'il y ait même un mode de discussion démocratique de cette manière-là, c'est déjà impossible. Après, il y a le débat sur est-ce qu'on veut une mondialisation de ce type, où là, il y a des vraies questions à se poser. Mais d'emblée, moi, je suis effectivement très sévère avec ce traité de libre-échange dont je n'ai pas vu jusqu'à maintenant la portée positive. Que ce soit pour l'Europe, c'est une chose, mais y compris pour les autres peuples du monde. Y compris sur les questions environnementales qui nous concernent tous, mais qui sont vos sujets de prédilection, puisqu'on sait bien que dans les pays d'Amérique du Sud, l'agriculture intensive utilise beaucoup de pesticides. La logique même des traités de libre-échange, c'est ils le disent à chaque fois, c'est pour favoriser la croissance. C'est pour favoriser la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on en inventera une autre. Mais la croissance aujourd'hui, elle est à 100% indexée sur l'usage d'énergie, et notamment d'énergie fossile. Donc, c'est des accélérateurs de changement climatique. Et vous avez raison, dans le cas qui nous occupe, des accélérateurs de destruction de la biodiversité. C'est les deux effets qui se coulent. Non seulement c'est une agriculture en soi destructrice, mais en plus, ce sont sur des terres on les développe, qui sont les forêts primaires d'Amérique du Sud. Donc ça n'a aucun sens par rapport à l'écologie après. Dire on va accepter les traités de libre-échange si les pays avec lesquels on les signe respectent les accords de Paris, il faudrait qu'on commence nous à les respecter en Europe. Car aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun pays au monde qui respecte la feuille de route des accords de Paris. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de schizophrénie quand même entre le fait de continuer de défendre ces traités de libre-échange et en même temps de dire il faut absolument changer de modèle parce qu'on est en train de détruire la planète. En fait, les deux ne sont pas compatibles. C'est aussi simple que ça. Peut-être une question sur le budget qu'on a abordé tout à l'heure, puisque le Parlement était mieux disant que les propositions de la Commission. Les débats ont commencé, mais évidemment ne sont pas allés au terme. Et c'est bien que ce soit les nouveaux députés qui puissent s'emparer de ce sujet. Néanmoins, il y a une question aussi de timing importante, si on veut que le cadre financier pluriannuel s'applique en 2021. Donc, allez-vous poursuivre les travaux déjà commencés? Allez-vous renchérir aussi sur ce budget mieux disant que celui qui a été présenté par la Commission? Et effectivement, toute la problématique du budget, c'est qu'il est insuffisant par rapport à ce qu'on demande aussi à l'Union européenne. Si on lui octroie davantage de compétences, il faut lui donner les moyens pour arriver à véritablement mettre en œuvre, notamment la feuille de route dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a une vraie problématique vis-à-vis de ce qu'acceptent de mettre les États sur la table, entre guillemets. Donc là, on aura un rôle à jouer. Il y a eu un travail qui a été fait en amont, mais qui doit être continué. Donc nous, ça sera Valérie Hayer dans notre délégation qui sera sur la commission du budget. Elle est déjà en train d'échanger et de préparer à la fois avec la commission, à la fois avec des membres au Conseil, pour pouvoir porter nos ambitions, parce que on le voit bien, c'est pas à la hauteur des ambitions. Et puis après, il faut à l'intérieur, donc effectivement augmenter ce budget, et puis à l'intérieur, véritablement dessiner des vraies priorités pour répondre aux objectifs. Donc que ça soit bien évidemment sur le changement climatique, mais que ça soit aussi sur les questions de recherche, que ça soit sur les questions pour la jeunesse. Il y a des axes où on doit être beaucoup plus
fort et ambitieux. Ça va être la mère des batailles, pardon, ça va être la mère de toutes les batailles, non? Ce grand budget il y a des débats encore longs, alors si je comprends bien, non ou pas? Oui, mais c'est comme toujours, c'est ça qui vient avec la démocratie, c'est que la démocratie c'est le débat après tout. Le jour où il n'y aura plus de débat, c'est qu'il n'y aura plus de démocratie. Mais pour revenir à l'histoire du budget, vous savez, le paradoxe de l'Union européenne, c'est que c'est un géant économique, mais c'est un nain diplomatique, mais c'est aussi un nain budgétaire en réalité. Et donc, soit on considère que l'Union européenne doit avoir plus de poids politique, donc il faut renforcer son fonctionnement démocratique, on en a dit un mot, et il faut aussi augmenter sa capacité budgétaire. Mais aujourd'hui, en plus d'être un nain budgétaire, nous ne sommes pas maîtres des recettes. C'est-à-dire que nous votons des dépenses, mais nous ne votons pas de recettes. Là aussi, en termes de responsabilité politique, c'est pas normal parce que le Conseil et les pays ont beau jeu de nous dire mais vous dépensez de l'argent qui n'est pas à vous. Donc là, il y a des travaux qu'il faudrait faire, mais je sais que c'est une question taboue et qu'il faut assumer, c'est que l'Union européenne ait à terme une autonomie fiscale. C'est-à-dire qu'elle ait la capacité c'est-à-dire que les États, plutôt que nous transférer de l'argent, nous transfèrent une partie de la fiscalité aujourd'hui qu'ils collectent, pour ne pas augmenter la fiscalité des gens, pour que ce soit l'Europe qui lève l'impôt. Une collectivité, une institution, si elle dépense de l'argent, c'est normal que, là aussi il y a un enjeu démocratique, qu'elle fasse payer l'impôt aux gens. Elle peut dire aux citoyennes et aux citoyens européens, voilà l'argent que nous vous prenons, voilà le service que nous vous rendons. Ça, c'est très simple démocratiquement à comprendre. Après, les gens sont d'accord, pas d'accord, ils votent pour les uns, pour les autres. C'est un deuxième débat. Mais là, aujourd'hui, c'est normal que les gens ne comprennent rien. Ils se disent, mais et voient dans l'Europe quelque chose qui n'est pas fini, encore en termes d'institutions. Donc oui, le budget, malgré ce que j'en disais tout à l'heure, c'est un sujet fondamental. Peut-être de nombreuses pistes, on ne va pas les développer maintenant, mais pour trouver des ressources propres pour l'Union européenne, de nombreuses pistes ont été élaborées. Donc je pense que ce sera justement encore l'occasion de débat et de propositions. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous. Pour tout savoir, tout comprendre sur les institutions européennes et leurs actions, et en particulier celle du Parlement européen, un seul site, et bien le nôtre, www.touteleurope.eu, et à très bientôt.